Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé de cours du dernier chapitre concernant les terminales sciences de l'ingénieur, la partie physique des terminales sciences de l'ingénieur. Donc ici, ça s'intitule donc la lumière, un flux de photons. Alors ce cours fait suite à l'activité documentaire que nous avons déjà réalisée en classe. Et donc ici, c'est tout simplement un résumé. Alors, déjà, premièrement, on va essayer de voir ce que c'est qu'un photon. Et donc ça, ce sont des rappels de première, ce sont les caractéristiques du photon. Alors, il faut savoir que la lumière, pendant très longtemps, il y a eu une controverse pour savoir quelle était sa nature, si elle était de nature ondulatoire ou si elle était de nature particulière. Alors, suivant en fait la manière dont on va faire les expériences, suivant notre conception des choses, elle peut être à la fois une onde et une particule, ou on peut la séparer soit en disant que c'est une onde, soit c'est une particule. En tout cas, le fait de montrer que la lumière peut être de nature particulière, vient du célèbre physicien Albert Einstein qui en 1905, vous dit ici, fait l'hypothèse révolutionnaire que la lumière peut être vue justement comme un flux de particules que l'on va nommer par la suite. Et donc, cette nature particulière de la lumière vient d'une expérience qui permettait d'interpréter ce qu'on appelle ici donc l'effet photoélectrique. Alors ici il y a beaucoup de choses à noter, donc il va falloir faire des pauses assez régulièrement pour pouvoir noter. Donc peut être vu comme un flux de particules nommé photon par la suite. Voilà. Donc à chaque fois que vous avez passé de temps, vous ferez une pause pour pouvoir noter ce qui est marqué ici. Alors justement, dans ce modèle particulier, on vous dit donc, un photon est associé à un rayonnement monochromatique, c'est-à-dire qui ne va contenir qu'une seule, entre guillemets, couleur, ou plutôt une seule fréquence ou une seule longueur d'onde. Donc de fréquence, attention ici, on va la noter nue. Alors ici, vous pouvez le noter si vous ne le voyez pas, si vous ne savez pas, pardon. On va le faire ici en bleu et en plus petit. Voilà. Donc vous avez donc nu, N UE, ce n'est pas un V, ne pas confondre ici. Je vais vous le faire sur le côté, vous le faites pas vous, mais donc je vais faire ici. Donc le V qui se trouve comme ça et le nu qui se trouve à peu près comme ceci. Voilà, ce sont deux lettres qui se ressemblent, sachant que des fois il y a la vitesse et la fréquence. Alors des fois pour la fréquence on peut trouver la lettre petit f. Souvent pour la lumière on va utiliser la lettre nu en grec. Ou alors on peut la caractériser soit par sa fréquence, soit par sa longueur d'onde. Ça c'est lambda, ça ne change pas. Alors, donc, ce photon, lui, il a plusieurs caractéristiques. Premièrement, il a une masse nulle. Un photon, c'est quelque chose qui n'a pas de masse. Je vais peut-être donc possède une masse nulle, ça c'est la première chose. Donc c'est une particule sans masse. La deuxième, c'est qu'il va toujours se déplacer quoi qu'il arrive à la même vitesse, à la vitesse justement qu'on appelle la vitesse de lumière, ou ce qu'on appelle aussi la célérité. Donc il va se déplacer toujours dans le vide à la vitesse. Donc on va noter C ici. C minuscule. Donc C pour célérité, c'est 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est une valeur à connaître celle-ci. Pas beaucoup de valeurs sont à connaître, mais la vitesse de lumière, c'est une valeur qui est à connaître. Et dernière chose, la dernière caractéristique, c'est qu'il peut posséder une énergie qu'on va appeler donc E. Alors, donc a une énergie E. Alors le E, on peut le faire de deux manières, ça va dépendre. On verra bien ici comment on va le faire. Je le fais un E majuscule. Des fois, le E, on peut aussi le trouver comme ceci. D'accord. Donc le E, caractère d'imprimerie, ou alors le E en cursive majuscule. Et donc cette énergie, quelle est-elle cette énergie? Ça va être donné par la relation de Planck. E égale H nu. Donc H c'est quoi? H c'est la constante de Planck. Alors on peut le noter ici. Donc E c'est l'énergie du photon. Comme toute forme d'énergie va se mesurer en joules. On peut aussi trouver d'autres notations, d'autres unités comme les électronvolts qui sont plus adaptées souvent à la lumière. H c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Donc constante de Planck. C'est lui qui l'a trouvé, il est très fort, fait partie des constantes fondamentales qui régissent notre univers. Et on la note H. H, c'est 6,63
fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Cette valeur n'est pas à connaître par contre. Et nu, eh bien ça c'est la fréquence qui va se mesurer en Hertz ici. Si on veut par contre avoir la relation suivant eh bien la longueur d'onde, alors donc on va transformer le nu pour avoir la relation avec lambda. Alors je vous conseille de trouver un petit moyen pour pouvoir le retrouver. Moi je la connais pas tout à fait par cœur, j'essaie toujours de la retrouver. Par contre je connais la relation entre la vitesse et la distance. La vitesse c'est V égale D sur T. Sauf que quand on va parler de lumière, la vitesse, on va plutôt l'appeler C, puisque c'est la distance, pardon, c'est la célérité de la lumière. D, eh bien, ça va être la longueur, c'est-à-dire la longueur d'onde lambda, divisé par le temps. Le temps, c'est plutôt la période dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, on retrouve cette formule-là. On sait aussi que F égale 1 sur T. Alors, dans le cas de la lumière, on va plutôt nu égale 1 sur T. Donc regardez bien, si je remplace ici le 1 sur T ici, il est là, le 1 sur T, hop, et bien dans ce cas-là, ça vous donne que C égale lambda fois nu. Voilà. Donc ce qui veut dire que nu, eh bien c'est égal à C sur lambda, ce qui veut dire que vous pouvez trouver votre relation, ça c'était du brouillon, c'est pas noté, est égal à HC sur lambda. Voilà, ça c'était du rappel de première, hein, j'ai pas marqué, ça c'est la longueur d'onde. Comme toute longueur, elle va se mesurer en mètres. Voilà. Alors, donc il faut savoir que les échanges entre la lumière et la matière, ces échanges d'énergie ne peuvent pas se faire de manière continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à la matière pour pouvoir interagir n'importe quelle valeur d'énergie. Ce sont des valeurs qu'on va appeler plus tard quantifiées, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une certaine quantité d'énergie et pas une autre. Donc ça s'appelle donc des échanges de manière qu'on va appeler discrète. Discrète, c'est le contraire de continu. Donc les échanges se font de manière discrète, ça veut dire que ça ne se fait pas de continu, ça fait par paquet, par valeur finie. Voilà. Donc c'est ce qui est à noter ici. Donc les échanges d'énergie entre lumière et matière se font de manière discrète, c'est-à-dire par paquet d'énergie minimale correspondant à la totalité de l'énergie du photon. Voilà. Ça c'est vraiment le début de ce qu'on appelle la mécanique quantique, puisque on va quantifier l'énergie, les échanges ne vont pouvoir se faire que par une quantité bien déterminée. Alors, ce qui est important ici dans ce programme, c'est de comprendre d'où ça vient. Cette quantification vient de l'interprétation, justement, enfin pas que ça, mais vient surtout d'une expérience historique très importante qui s'appelle donc la description de l'effet photoélectrique. Alors, qu'est-ce que c'est? On avait vu ça dans le document. L'effet photoélectrique, comme son nom l'indique, c'est l'interaction entre la lumière et l'électricité. C'est-à-dire que quand vous allez émettre de la lumière sur un matériau, vous allez pouvoir créer de l'électricité. Qu'est-ce que c'est que l'électricité? C'est un déplacement d'électrons. Donc en gros, l'effet photoélectrique, ça va être l'émission d'électrons sous l'action de la lumière. C'est ce qu'on va noter ici. Donc l'effet photoélectrique est l'émission d'électrons par un matériau sous l'action de la lumière. Ce phénomène ne se produit par contre justement que si la fréquence de votre faisceau incident qu'on va appeler nu, elle est supérieure à une certaine valeur, une valeur seuil qu'on va appeler nu-s. Dans l'expérience qu'on avait vue, vous éclairez le matériau avec de la lumière infrarouge, aucun effet photoélectrique n'est apparu. À partir du moment où par contre on éclaire le matériau avec de la lumière ultraviolette, c'est là où l'effet photoélectrique va pouvoir se faire. Et donc la différence c'est justement la fréquence. Il faut être au-dessus d'une certaine valeur, une fréquence seuil, qu'on va appeler donc nu-s. Donc ce phénomène ne se produit que si la fréquence nue du rayonnement est supérieure à une fréquence seuil, que l'on va noter donc nu-s. Voilà, pour fréquence seuil, qui va donc dépendre de quoi? Qui va dépendre uniquement de la nature du matériau, parce que ça ne dépendra pas de la puissance. C'est-à-dire que le matériau, là, dans l'expérience qu'on a vue, si vous l'éclairez avec de la lumière infrarouge, même si vous augmentez l'intensité de la lumière infrarouge, aucun effet photoélectrique n'est observé, alors que si vous l'éclairez avec une intensité lumineuse très faible, mais en lumière ultraviolette, ça fonctionne. Donc ça ne dépendra que de la nature du matériau, et surtout pas de la puissance du faisceau émis. Donc qui dépend de la nature du matériau, mais pas
de la puissance du faisceau lumineux. Alors, cet effet photoélectrique, il a été observé par la première fois par un physicien allemand qui s'appelait Heinrich Hertz. Alors Hertz, on connaît bien, puisque c'est le symbole de l'unité de la fréquence. Donc, en 1887, l'effet photoélectrique ne trouve pas d'interprétation, donc, dans la conception ondulatoire. Alors ça, on avait vu ça dans le document, que ça ne pouvait pas être expliqué si on considérait la lumière comme étant une onde. Donc justement, ça ne peut pas être expliqué par le modèle ondulatoire, bien que celle-ci se soit imposée avec succès en expliquant notamment le phénomène d'interférence de la lumière. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que en fait, à l'époque, donc celui qui a permis de comprendre la nature ondulatoire de la lumière de manière parfaite, c'est James Clerk Maxwell, en énonçant 4 équations fondamentales de l'électromagnétisme. Donc à cette époque-là, on était sûr, la lumière est une onde. Eh bien non, on vient de montrer que la lumière ne peut pas être que une onde. En fait, c'est la dualité qu'on va appeler la dualité onde-particule. La lumière, suivant dans certains cas, va être considérée comme une particule, et d'autres comme bien une onde. Et puis des fois, ça va être à peu près les deux en même temps. Ça va dépendre de l'expérience que l'on fait. Dernier paragraphe ici donc, l'effet photoélectrique présente une grande importance historique car son étude a été décisive pour remettre en cause la théorie des ondes électromagnétiques et proposer un nouveau modèle dit particulaire qui conduira à la naissance de la physique quantique. Voilà, donc la physique quantique qui permet à toute l'électronique par exemple de se faire. Sans physique quantique, vous n'avez pas d'ordinateur moderne possible. Donc c'est véritablement quelque chose qui est très bizarre, mais on voit bien que ça fonctionne quand même. Sinon, votre technologie ici ne pourrait pas être possible. Voilà, ça c'était pour la partie un peu historique. Maintenant, on va passer un peu à la partie calculatoire. Comment est-ce qu'on fait justement pour calculer l'énergie que l'on va obtenir en éclairant un fait de la matière par de la lumière. Alors ça va être la notion de travail d'extraction. Alors le travail d'extraction, c'est quoi? Alors déjà, il faut savoir que quand vous allez émettre de la lumière, comme les échanges se font par paquet, un photon va pouvoir transmettre son énergie un par un. Ça veut dire que la matière ne pourra absorber en fait qu'un seul photon à la fois. D'accord, ça ne peut pas. Il peut en absorber plusieurs photons, mais seulement un à la fois. Une fois que votre atome va être excité, qu'il a absorbé l'énergie de la lumière, il faudra attendre qu'il se désexcite avant de pouvoir en absorber le même photon. Voilà. Donc un atome ne peut absorber qu'un seul photon à la fois. Si un photon possède une énergie suffisante, il peut être absorbé. Il y a donc alors émission d'un électron et donc création d'un petit courant électrique. Voilà. Pour que l'effet photoélectrique se produise, l'énergie du photoincident, c'est ce qu'on a vu, elle doit être forcément au minimum égale à une certaine valeur de fréquence. Donc si c'est forcément, si on regarde ici la fréquence, si vous avez ici une fréquence seuil nu s, ça va être le travail, l'énergie minimum qu'il va falloir fournir pour extraire votre électron. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le travail d'extraction. Donc ça veut dire que l'énergie minimum va servir uniquement à extraire l'électron, par contre, il ne va pas lui donner de vitesse. Donc, ça c'est l'énergie minimale. Il faudra rajouter tout à l'heure une valeur d'énergie pour pouvoir lui donner une certaine vitesse. Donc, pour que l'effet photoélectrique se produise, l'énergie du photon incident doit au moins être égale au travail d'extraction. Donc, qu'on va noter pour un travail, on va noter la valeur W. Donc W c'est le symbole du travail et ext pour extraction. Voilà. Donc notez W extra. Ce travail d'extraction, c'est justement l'énergie minimale qu'il va falloir fournir au métal pour qu'un électron soit éjecté de la surface. Ça ne lui donnera pas une énergie pour qu'il se déplace. Donc le travail d'extraction est l'énergie minimale à fournir au métal pour qu'un électron soit éjecté de sa surface. Petite pause. Et puis donc ici, le travail va dépendre uniquement du matériau. Voilà, alors là, il y a des valeurs qui existent. On sait que pour le sodium, il faut telle ou telle valeur pour pouvoir extraire. Pour le zinc, c'est telle ou telle valeur minimum. Donc c'est pour ça que le faisceau incident de lumière va dépendre du matériau pour pouvoir observer l'effet photoélectrique. Donc, si je remplace, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans la relation E égale H nu, l'énergie par le travail, et puis la fréquence par la fréquence seuil, on obtient une relation assez évidente que W ext
est égal à h, ça c'est la constante, ça ne change pas, mais fois nu s, donc la fréquence seuil. Voilà. Donc, il y a une chose dont on est sûr en physique, hein, il y a bien un truc dont on est vraiment sûr, c'est qu'il y a dans toute transformation qui existe la conservation de l'énergie. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc là, en fait, vous avez la lumière incidente qui est représentée par des petites flèches un peu incurvées ici violettes. Ça va être l'énergie que va posséder un photon. Donc comme il y a conservation de l'énergie, une partie de cette énergie va servir justement à extraire cet électron, et puis une deuxième partie de cette énergie va permettre de lui donner une vitesse. Et donc comme vous avez conservation de l'énergie, ça veut dire que l'énergie incidente que vous avez ici sera toujours égale forcément au travail d'extraction, plus à l'énergie de la vitesse, c'est-à-dire l'énergie cinétique de votre photon. Donc on note, d'après la relation de conservation de l'énergie du photon incident sera égale à, il manque un A, je vais le rajouter ici, à la somme du travail d'extraction de l'électron et de l'énergie cinétique acquise par l'électron. On a donc, que E égale, que l'énergie du photon, donc celui qu'on avait vu tout à l'heure, le h nu, va être égal à quoi? Au travail d'extraction plus l'énergie cinétique maximale de votre électron. Donc l'énergie, on va dire max de votre électron ici. D'où la relation qui va avoir lieu. Enfin, la relation c'est quoi? C'est-à-dire que l'énergie du photon, on la connaît. On sait que c'est égal, à h nu, c'est ce qu'on avait vu ici. Donc nu, c'est le nu du photon, donc l'énergie de votre photon, qui va être égal à le travail extérieur, ça ne changera rien, ça c'est une énergie point final, plus l'énergie cinétique, on sait que l'énergie cinétique c'est 1 demi de m, attention c'est la masse de l'électron, donc j'ai marqué me, fois la vitesse au carré de votre électron. Alors j'ai marqué aussi un petit max parce que c'est une vitesse maximale ici que l'on peut avoir. Donc on a cette relation qui peut exister. Alors j'ai pas mis d'encadré, écoutez, on peut mettre un petit encadré si on veut, tac. C'est pas très joli, excusez-moi, mais on va faire quand même comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, hop, qu'est-ce que j'ai fait moi? Pronote, on s'en fout, pronote. C'est pas ça que je veux, c'est ça? Voilà. Un petit souci. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Donc, alors ça, ça c'est en mètres par seconde. Ça, c'est une vitesse, voilà. Ça, c'est en kilogrammes. Ça, c'est en joules. La constante de Planck, on l'a vu, ce sont des joules secondes. Ça c'est donné. Et puis la fréquence du photon, ce sont des hertz. Voilà. Donc, ça n'est terminé pour ce grand 1, grand 2. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.